Salut les sportifs, salut les sportifs, bienvenue dans cette nouvelle édition de Moselle Sport. Aujourd'hui un salut particulier aux sportives justement à la veille de la journée internationale du droit des femmes. Dans cette édition il y aura une nouvelle fois une part importante de sport féminin. On passe tout de suite au sommaire. Pour commencer cette édition, nous reviendrons sur la victoire du TFOC face au Neptune de Nantes, l'ogre de Ligue AF. Ensuite, nous irons faire un focus sur Marie-Ange Rimlinger, l'espoir de l'athlétisme fort-bacois. Suivra un détour par Saint-Avold pour assister à la Coupe de France de boxe, la première édition de cette compétition. Et enfin, nous ferons le bilan du derby entre les Metz Canonniers et Jeuf-Homécourt Basket. C'était un derby chaud bouillant. Ça vous va ? On remonte les chaussettes et c'est parti. Il m'a rejoint en plateau, il mange sport, il vit sport, il dort sport. C'est Arnaud Desmerlet. Comment tu vas, Arnaud ? Salut Mathieu, très bien, merci. Et toi ? Écoute, ça va toujours très bien. La semaine dernière, j'évoquais un potentiel coup de mou du TFOC après une défaite difficile au Canet. Alors cette semaine, c'est un peu mon mea culpa quelque part, puisque le TFOC s'est plutôt bien rattrapé avec une victoire écrasante face à Nantes. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Oui, je peux te dire que je n'avais pas vu venir non plus cette victoire aussi sèchement du côté des Neptunes de Nantes. Ce TFOC est tout simplement bluffant. Il a fait preuve de résilience, il a de la ressource vraiment cette saison, puisque c'est vrai que cette équipe des Neptunes n'avait perdu que 4 fois cette saison, dont une fois lors du match aller. On s'en souvient, c'était le premier match de l'année. S'imposer de cette manière, 3-7-0 là-bas, avec une vraie performance collective. On peut se dire vraiment que ce TFOC, finalement, hormis, tu l'as dit, le voléro, le canet, peut regarder vraiment droit dans les yeux tous les adversaires de ce championnat. Alors le match n'a pas pour autant été facile, même si 3-0 c'est très joli à raconter, mais le score il est un petit peu plus serré que ça, 23-25, 23-25, 20-25. Il y a donc eu une vraie bataille face à une équipe qui ne pardonne aucun écart de conduite. Oui, c'est vrai, mais Mathieu, s'imposer déjà 3-7-0 chez le leader du championnat, c'est une vraie performance. S'imposer plus largement, c'est-à-dire 23-15 ou 23-16, cela aurait été presque impensable. Donc il faut quand même être un petit peu sérieux. S'imposer déjà de cette manière, c'est vraiment exceptionnel. Après, cette équipe de Nantes, elle est un petit peu moins bien. C'est la 3e défaite lors des 4 derniers matchs, puisqu'avant il y avait eu des défaites notamment contre Mulhouse, contre Paris-Saint-Cloud et contre Béziers. Donc cette équipe de Nantes, elle a aussi un petit coup de mou. Alors, si je voulais me gargariser, je pourrais dire que cette équipe de Nantes, j'avais prévu vraiment qu'elle aurait un coup de mou, et pour moi, elle ne terminera pas première de ce championnat, parce qu'elle a un calendrier hyper difficile sur la fin. Lors des 3 dernières journées, elle doit se déplacer au Voléro-le-Canet, elle doit se rendre sur le parquet de Paris-Saint-Cloud 3e, et pour terminer un petit match à domicile contre Béziers. Les deux équipes s'affrontent d'ailleurs ce mercredi en demi-finale de Coupe de France. Donc je mettrai une pièce sur le fait que Nantes terminera 2e, voire même 3e. Saison régulière. Je me suis penché un petit peu sur l'historique et j'ai l'impression que le TFOC a un peu le poil à gratter de cette équipe de Nantes, parce que si on regarde les derniers affrontements, on constate que la dernière défaite était bien sûr en Coupe de France au mois de janvier, mais avant ça, en championnat, il faut remonter jusqu'à 2020 pour voir une défaite du TFOC. C'est autant dire des siècles en arrière. Il s'est passé beaucoup de choses depuis et on a l'impression vraiment que Romain Pitou et ses joueuses ont vraiment le numéro pour aller battre cette équipe. Oui, puisqu'effectivement, on le voit sur cette infographie, on se rappelle que le TFOC avait éliminé Nantes l'an passé lors des quarts de finale des playoffs, de victoire là aussi sèche, 2 fois 3-0. Je pense qu'on peut dire effectivement que le TFOC est la bête noire des Neptunes de Nantes, mais j'irai un peu plus loin. Je pense tout simplement que c'est Romain Pitou qui sait faire déjouer Cyril Long, l'entraîneur de cette équipe nantaise. Ils ont la particularité, les deux hommes, de venir de Bondy. Ils se connaissent par cœur. Et pour le moment, effectivement, tactiquement, Romain Pitou a l'avantage sur son prestigieux aîné. Il faut aussi dire qu'au niveau du bloc défense, cette équipe de Théerville
elle sait vraiment trouver la parade face à Taylor Mims et ses coéquipières. Taylor Mims qui était aussi l'ancienne joueuse de Terville-Florange, donc Romain Pitou la connaît par cœur, même si elle est surpuissante. Elle est dure à arrêter malgré tout, même quand on la connaît, c'est quand même pas une mince affaire. Exactement, donc mis bout à bout, on peut comprendre peut-être pourquoi en ce moment le TFOC arrive à faire déjouer cette équipe. Tu parlais effectivement du match de Coupe de France, je le mettrai de côté puisqu'on s'en souvient, c'était presque après plusieurs matchs et surtout Kendall White avait joué ce match sur une jambe et quand on connaît l'importance de la libéro américaine, on peut comprendre pourquoi ce jour-là le TFOC avait déjoué, même si encore une fois l'objectif de la Coupe de France était un vrai objectif justement pour le TFOC. On se souvient de ce mois de janvier rempli jusqu'à ras-bord de matchs pour le TFOC avec aussi bien la Coupe de France que le championnat ou encore la CEV Cup, donc forcément c'était un petit peu compliqué de tout enchaîner au plus haut niveau. Mais là, samedi, c'est une autre équipe de haut de tableau qui va se présenter au Sens de Terville et une équipe en plus qui pose souvent problème au TFOC, c'est Mulhouse. Comment est-ce que tu penses que les joueuses vont aborder cette rencontre ? Alors oui, par le passé, c'est vrai que le TFOC ne concourait pas, ne boxait pas dans la même catégorie que Mulhouse. Généralement, quand le TFOC se déplaçait en Alsace, c'était pour prendre un cinglant 3-0. Lors du match aller, ça n'a pas été la même musique, puisque le TFOC a joué un tie-break, a perdu ce match 3-7-2. Ça prouve une certaine évolution. Malgré tout, Mulhouse, c'est vraiment l'équipe en forme. 10 matchs en 2023 en championnat, puisque cette équipe est éliminée de la Coupe d'Europe, par le même adversaire d'ailleurs en CEV Cup que le TFOC. Toujours est-il que effectivement 10 matchs, 9 victoires, 1 défaite, c'est vraiment l'équipe en forme. Et quand je te disais tout à l'heure que Nantes ne terminerait pas premier de la saison régulière, c'est parce que je pense que Mulhouse, voire le Voléro Le Canet, peut encore doubler les Neptunes de Nantes, parce que je pense que ces deux équipes vont faire un carton plein d'ici la fin de la saison régulière, ou alors une petite défaite pour Mulhouse, si possible, ce week-end au 111 de Terville. En tout cas, ça sera un très beau match face à, je le répète, une équipe en forme qui est certainement montée en puissance dans ce championnat. Lors de la phase aller, elle se cherchait. Sur la phase retour, je le disais, c'est statistique, elle a collé comme 3-0 au Voléro Le Canet, une seule défaite du côté de Paris Saint-Cloud. Donc attention, gros match en perspective, gros duel, et mine de rien, même si c'est pas le VNDB, c'est un derby et le TFOC aura à cœur de briller comme l'an passé, puisqu'on se souvient, lors de la saison régulière, le TFOC, lors de la phase retour, avait battu Mulhouse justement. Et donc tu le dis très bien, adversaire en forme, adversaire de haut de tableau ou pas, les joueuses du TFOC ne vont pas lâcher les armes facilement et ce sera à vivre sur Moselle TV samedi à partir de 19h25. Et pour le commenter, qui d'autre qu'Arnaud Desmerlet, puisque vous avez senti déjà la passion dans sa voix au moment où il a annoncé ce match. Donc ça va être vraiment un événement particulier à vivre et aussi peut-être un petit peu décisif, comme tu l'as dit, pour le haut de classement, même si le TFOC est un petit peu décroché avec les toutes premières places. Il y a quand même les playoffs en fin de saison et ça, ce sera immanquable. Il est déjà temps de troquer le ballon pour les gants dans notre séquence Terre de jeu. Alors effectivement, j'ai annoncé les gants, mais ça ne va pas être pour tout de suite. On va commencer notre segment Terre de jeu avec un focus sur Marie-Ange Rimlinger, l'espoir fort-bacois en athlétisme. On essaie toujours dans Moselle Sport de faire l'inventaire des différentes disciplines sur le territoire. La Moselle, une terre de jeu. Et à 507 jours des Jeux Olympiques, elle a de belles ambitions, cette fort-bacoise. Oui, effectivement, Marie-Ange Rimlinger qui est très jeune, elle a 21 ans et c'est vraiment l'espoir de l'athlétisme. Pour preuve, comme on peut le voir sur ces images, elle a remporté 2 médailles d'or lors des derniers championnats de France en salle, donc sur 60 mètres et 200 mètres, c'était à Miramas. Et la petite particularité de Marie-Ange Rimlinger, c'est qu'elle a fait fort, puisque quelques jours après, lors des championnats de France élite, elle a réussi quasiment la même performance, elle a juste troqué de métal. Elle est passée de l'or au bronze, c'est déjà pas mal pour une jeune femme qui vraiment émerge, qui sort de grosses blessures ces derniers mois. Donc effectivement, c'est une jeune femme qu'il faudra suivre dans la perspective des Jeux Olympiques. Elle est licenciée à Forbach depuis 2015, donc c'est vrai qu'elle est toute jeune. Je disais 21 ans, en 2015, elle avait 7 ans de moins, donc si je calcule bien, elle avait 14 ans. Elle fait à côté également des études pour être kiné. Elle est sportive à l'INSEP.
l'INSEP. Donc effectivement, elle peut prétendre rentrer dans le collectif du relais 4 fois 100 mètres aux Jeux Olympiques, voire mieux, puisqu'il lui reste maintenant un petit peu moins de 18 mois pour briller et pourquoi pas réaliser les minima pour être sur 100 mètres. Je pense que c'est sur 100 mètres où elle a les meilleures chances peut-être pour être au départ des séries du 100 mètres au Stade de France. Alors, tu as fait un peu de teasing, effectivement, on l'attend sur le 4x100 aux Jeux Olympiques, mais avant ça, son agenda est plutôt bien rempli, aussi bien en jeune qu'en senior. Elle va commencer à prendre de la vitesse, c'est le cas de le dire, et eh bien, elle s'est exprimée sur son calendrier au micro de nos confrères de TV8. Là, cette année, du coup, il y a les championnats d'Europe à Espoo en Finlande. C'est les championnats d'Europe Espoir. L'objectif, ça sera d'y aller de m'aligner sur le 100 et le 200 mètres, ainsi que le 4 fois 100 mètres, et d'aller chercher des médailles. Et à la fin du mois d'août, il y a les championnats du monde senior. Et là, l'objectif sera d'être dans le relais 4 fois 100 mètres. Alors, ces ambitions, il y a quelqu'un qui y croit particulièrement, c'est Pascal Schuller, le président de l'US Forbach Athlétisme, et on va l'écouter lui aussi. Évidemment, elle devrait, la logique, sauf blessure, qu'elle soit dans les 5 meilleures françaises. Et normalement, quand on est dans les 5 meilleures françaises au sprint sur 100 et 200 mètres, on fait partie du collectif du relais 4x100 qui fera les grands événements comme les championnats du monde cet été ou les Jeux Olympiques l'année prochaine. La logique voudrait que oui. Alors, Marie-Ange Rimlinger, elle fait partie de ces sportifs que l'on va continuer de suivre attentivement en préparation des Jeux, mais aussi avec les échéances qui l'attendent avant cela. Mais on va tout de suite rester dans notre rubrique Terre de Jeux, mais cette fois-ci avec de la boxe, puisqu'il y avait un événement particulier à Saint-Avold. C'était la première Coupe de France qui s'est tenue. Jean Milon est allé voir pour nous comment ça s'est passé. C'était plutôt compétitif. On l'écoute. We gotta go big or go home. We're down to the gold. Ils sont français ou étrangers, issus de clubs mosellans ou d'ailleurs. Leur seul objectif, la victoire. Elle est là. À l'image de Bakary. Franchement, c'est une très très bonne compétition. Ça nous permet de combattre avec des boxeurs différents. Ça m'a apporté beaucoup d'expérience. Parce que ce format de combat, 3 jours et 3 combats, ça nous met vraiment dans le haut niveau. Franchement, c'est une très très belle compétition. En plus, ça a été ouvert aux boxeurs étrangers. Ça a permis aux boxeurs qui n'ont malheureusement pas la nationalité française de pouvoir faire leur preuve, de montrer de quoi ils étaient capables. Au départ, 8 boxeurs, 4 Français et 4 étrangers étaient qualifiés dans chaque catégorie. Voilà, on monte ta garde tout de suite après. Une forme de reconnaissance pour ceux qui partagent les rings avec l'élite du pays et les font progresser. Et pour Saint-Avold, c'est forcément une grosse fierté. Je trouve ça formidable que ça soit organisé ici à l'Orgora des événements pareils. C'est formidable. Et j'espère que ce genre de réunion va se renouveler. C'est une bonne école, la boxe. C'est une école d'éducation. C'est pas une école de voyous. C'est un sport qu'il faut encourager. On a voulu montrer au reste de la France qu'on existe, on est là. On s'est organisé dans le Grand Est. On est soutenu par le comité régional, même par la fédération, il faut le souligner. Donc c'est pour ça qu'on a dit, allez, on y va, on organise dans le Grand Est. Bien sûr, c'est à Saint-Avold, mais avant tout, j'insiste, c'est dans le Grand Est. Du côté de la fédération, le bilan de cette nouvelle compétition est sans appel. À peine la dernière cloche sonnée, on pense déjà à l'année prochaine. On a vu des jeunes émergents, donc d'autres boxeurs confirmés, donc ça a permis de conforter un petit peu l'avis qu'on avait au niveau de la CNBA, la commission amateur, qu'il fallait une compétition complémentaire qu'on reportera peut-être, reproduira l'an prochain, un peu plus tard dans la saison, au mois de mai-juin. Cette première édition aura permis de rassembler et concerner l'ensemble des licenciés. Et pour l'année prochaine, le rendez-vous est déjà pris. Vous l'avez entendu, une édition pleine de succès et derrière elle, un certain Pietro
Pili. Arnaud, ça doit forcément t'évoquer quelque chose. Il œuvre au niveau de la boxe mosellane depuis bien longtemps maintenant. Et Pietro Pili, forcément, c'est le papa de Flora. On va en reparler dans quelques secondes. Il a été honoré juste avant donc ce rassemblement de boxe par Dominique Nato, qui est tout simplement le président de la fédération de boxe depuis mars 2021. C'est quelqu'un qu'on connaît très bien, puisqu'il a été ancien directeur du CREPS de Lorraine à Nancy. Et donc, effectivement, Pietro Pili, il a reçu la médaille d'or du mérite. Et donc, comme je disais, c'est le papa de Flora, qui est notre conseillère départementale de la Moselle, la Benjamine de l'hémicycle. Mais c'est surtout une boxeuse émérite qui revient bien, très très bien même, puisqu'il faut rappeler qu'elle est une jeune maman également. Et effectivement, elle a combattu il y a quelques semaines et elle prépare un combat très important pour elle, puisque le 5 mai prochain, elle affrontera l'Italienne Silvia Borto à Padoue pour tout simplement décrocher une ceinture européenne EBU en 10 rounds. Donc là, c'est vraiment le très très haut niveau pour Flora Pili, qui incarne effectivement et forcément en cette journée ou presque des droits de la femme, la femme sportive par excellence en Moselle. On espère avoir l'occasion d'ailleurs, avant ce combat, de la recevoir sur ce plateau, parce qu'elle vit une très très belle ascension et un parcours, on va dire, exemplaire. Comme maman, comme effectivement en politique, professionnellement et puis sportivement. Donc c'est vrai que c'est la femme moderne en 2023. Exactement. Alors tu l'as évoqué, le président de la Fédération française de boxe était présent lors de cet événement. C'est dire l'importance de cette première Coupe de France. C'était un peu un test, cette compétition, et c'est plutôt réussi. Oui, comme je disais, déjà Dominique Nato, il était quasiment à domicile, puisqu'il a été quasiment 10 ans en Lorraine. Et effectivement, c'était la grande première de cette Coupe de France dans l'Hexagone. C'est une nouvelle compétition et c'est symbolique. Je pense que c'est un petit peu fait exprès pour Dominique Nato. C'était peut-être un clin d'œil du destin de commencer à Saint-Avold. Et puis on le voit, effectivement, il y a beaucoup de choses à faire dans cette salle de l'Agora où on voyait tous ces passionnés qui acclamaient et qui faisait la promotion de ce sport olympique. Donc effectivement, encore une fois, on a vu ces combats avec de beaux vainqueurs. Il y avait des Français, il y avait des étrangers, mais on peut que saluer une chose, c'est que la boxe est un vrai et beau sport, et je pense que c'est très important d'avoir ce genre de compétition. On a la chance d'avoir en Lorraine et en Moselle de très belles salles pour accueillir. Il y aura certainement des sélections qui viendront certainement, là encore, préparer les Jeux Olympiques. On est à 1h30 de route de la capitale. Donc il y a tout pour que la boxe se démocratise et soit peut-être l'un des sports qui émerge en Moselle et même lors de ces Jeux Olympiques grâce à la Moselle. Alors on va tout de suite quitter la boxe, mais on va rester dans le combat puisqu'il y avait une belle bataille entre les Metz Canonniers et Jeuf Homécourt basket ce week-end. C'est notre sport du week-end. Alors nous avions fait monter la sauce un petit peu la semaine dernière avec le capitaine des Metz Canonniers, Kevin Cali, qui était présent sur ce plateau, mais jusqu'alors, aucune certitude d'avoir un match de cette qualité-là. Eh bien, ça s'est concrétisé ce week-end avec une victoire des Metz Canonniers 70-63. Arnaud, tu y étais, qu'est-ce que tu en as pensé ? C'était un très beau derby, mais pour qu'il y ait un beau derby, il faut deux belles équipes. Et on a assisté vraiment à une très belle bataille entre deux équipes qui se sont rendues vraiment coup pour coup, puisque c'est vrai que sur le papier, on avait tout simplement le deuxième ou troisième du championnat face à donc le dernier, la lanterne rouge de ce championnat de National 2. Donc sur le papier, en plus il y a des individualités. Aux Canonniers, on pouvait penser que ça allait être une boucherie. Pas du tout, et je voudrais rendre hommage vraiment à cette équipe de Jeuf Homécourt qui a été distancée avec 10 points de retard dans le troisième quart-temps, qui avait encore quasiment 5 points je crois à 4 minutes de la fin, et qui est revenu quasiment à chaque fois avant de finalement lâcher prise. Mais vraiment ça a été un très beau combat. On parlait de boxe, c'est vraiment le mot, un très beau combat, et Metz BC s'en sort, et c'est normal puisqu'il y a d'autres ambitions, il y a d'autres individualités. Alors tu l'as dit, ça a été un beau combat, et du côté de Jeff, il était hors de question de rendre les armes facilement. On pense aux frères Guriot, à Aurélien Salmon, à Jérémy Pietrowski, qui systématiquement ont mis les bouchées doubles pour essayer de revenir dans la partie. Et puis on peut aussi évoquer Enoch Affa, l'ex-capitaine des Canonniers, qui quand il est rentré a vraiment donné tout ce qu'il avait.
Oui, l'impact player, Enoch Afa, qui a vraiment apporté un plus. À chaque fois, on voyait qu'il avait envie de bien faire face à son ancien club. Son ancien club qui a eu le mérite, et je tiens à le saluer, de lui offrir un petit présent, un cadre pour le remercier pour tout ce qu'il a fait pendant toutes ces années à Metz-BC. Ça, c'est une première chose. Et effectivement, Geoff Aumécourt, avec l'entraîneur emblématique Guriot, qui a, comme je le disais, vendu chèrement sa peau. Il y a une action qui, pour moi, représente parfaitement cette envie de ne jamais rien lâcher. C'est dans le premier ou le deuxième quart-temps, Vincent Pourchaud qui réalise une action où il met à mal vraiment Aurélien Salmon qui est à terre, et sur l'action qui suit, Aurélien Salmon lui claque un 3 points. Il avait envie vraiment de répondre à Vincent Pourchaud, et c'est la preuve effectivement que cette équipe de Geoff Aumécourt n'a rien lâché et ne lâchera rien dans ce championnat. Il y a un prochain match contre Charleville, je crois, qui va être important pour le maintien, pour y parvenir. Tous les matchs vont être importants désormais pour Geoff, qui est en bas du tableau, on doit le rappeler, qui risque une relégation. Oui, et il faudra effectivement que cette équipe de Geoff compte sur Mofaï, qui est passé au travers lors de ce match. Il revient de sélection avec le Sénégal, il n'avait déjà pas participé au match contre Furdenheim, et là, c'est vrai, pour un joueur qui généralement tourne à 16-17 points de moyenne, il a terminé à 4 points. Alors effectivement, il a été parfaitement pris par les joueurs des Canonniers, mais quand on voit les autres joueurs de Geoff Aumécourt, je pense par exemple à Guriot, à Cagneau ou à Pietrowski, qui sont à plus de 10 points, c'est peut-être ce qui manque pour que les Gaulois, comme on les appelle, parviennent à réaliser l'exploit dans cette très belle salle du complexe Saint-Symphorien, parce qu'au-delà du match, il y avait une très belle ambiance. Ouais, une très grosse ambiance. Et côté Canonnier, ça s'est joué peut-être un petit peu plus sur le collectif, parce que tous les joueurs quasiment ont répondu présents quand ils ont été appelés sur le terrain. Et on pense surtout à Gary Florimond, qui a apporté vraiment une sérénité implacable dès qu'il rentrait dans la raquette, que ce soit en défense ou en attaque, il était intouchable. C'est le patron finalement de cette équipe. C'est, si je ne m'abuse, le joueur le plus expérimenté, en tout cas en nombre de matchs au plus haut niveau, puisqu'il y a encore quelques saisons, il évoluait en Pro A. Il a fait une très belle carrière en Pro A. Et sur ce match, il n'a pas fui ses responsabilités. Alors, c'est vrai que sur le lancer franc, c'est pas forcément l'exercice qu'il maîtrise comme souvent le plus. pour les pivots, de toute façon. Effectivement, il a envoyé quelques briques, mais peu importe, parce qu'il était omniprésent dans la raquette. Je me rappelle de paniers hyper importants justement dans ce quatrième quart-temps, alors que Geoff Aumécourt est au contact, est revenu. Il nous envoie un petit flotteur à 3-4 mètres, juste à côté de la ligne justement des lancers francs, ce qui permet à son équipe de reprendre l'avantage. Et comme tu l'as très bien dit, que ça soit offensivement ou défensivement, ça a été un Gary Florimond, taille patron, 15 points, mais dans l'influence, il a été omniprésent. Et finalement, Vincent Pourchaud, qui est sa doublure au poste de pivot, qui n'a eu que des miettes. Comme souvent malheureusement, mais quand il est rentré, il a fait 2-3 actions importantes, des rebonds, il a mis un peu d'impact dans la raquette. Mais un autre joueur dont je voudrais parler, c'est Baptiste Guérandel. Il a peut-être fait un de ses meilleurs matchs en Grenat, il a amené de l'intensité et il s'est battu sur tous les ballons où il avait l'opportunité de se battre. Oui, il n'y a pas que des joueurs expérimentés dans cette équipe des Canonniers. Il y a effectivement Baptiste Guérandel qui a sorti effectivement sans doute son meilleur match depuis très longtemps avec les Canonniers. Il a été omniprésent dans tous les secteurs de jeu et c'est très important puisqu'on le sait, il y a des blessés dans cette équipe des Canonniers. Kali joue maintenant à la main, même s'il y a parfois des permutations, mais on sentait vraiment que cette équipe des Canonniers avait besoin également de scoring en dehors des joueurs phares, des 3 joueurs phares que sont Florimond, Kali et Carolac. Et effectivement, Baptiste Guérandel a apporté son écho à cette victoire. On aurait pu revenir aussi effectivement sur la performance de Kevin Kali, qui a tout simplement livré le match qu'il nous avait promis quand il était sur ce plateau. On retiendra. En faisant le show aussi, mon cher Mathieu, parce que je me rappelle de quelques 3 points où il enflamme un petit peu la salle. Bien sûr, il a célébré, aussi fait une belle faute sur son grand ami. Il nous disait qu'il allait le chercher depuis la maison pour venir au complexe Saint-Symphorien. Il a fait une belle anti-sportive. Il a fait une anti-sportive, mais il avait prévenu. Il n'y a pas d'amis sur le terrain et à la fin de la rencontre, ils sont bien sûr serrés dans les bras. Ce sont des grands copains, mais c'est aussi ça la rivalité dans le sport. Et pour terminer, je te propose de jeter un œil au classement de cette Nationale 2, puisque les Canonniers profitent d'une défaite du Vosbles pour prendre bien la 2e place grâce aux points qu'ils ont glanés en Coupe de France. Ça va être très précieux en fin de saison, mais attention, les Canonniers seront sur le terrain du leader samedi pour un match clé dans la course
course au play-off, ce sera à Lons-le-Saunier et il faudra faire attention à ne pas chuter. Et cette course, bien sûr, on va continuer, comme d'autres, à la suivre dans Moselle Sport, parce qu'elle va être passionnante et on espère avoir l'occasion, bien sûr, de revoir les canonniers en play-off. Mais j'ai une dernière chose à te proposer pour terminer. Ça vient de tomber, c'est tout frais. Ça vient du Sarrebourg Moselle Sud Handball. Et il y a la prolongation de Félix Verdel qui vient d'être confirmée. Et c'est important que ce club commence un petit peu à confirmer ses joueurs pour la saison prochaine, à se solidifier. Oui, puisque pour le moment, on avait assisté à une valse des départs. C'est vrai que le club va communiquer dans les prochains jours également d'autres prolongations de contrats. Félix Verdel, le luxembourgeois, l'ailier gauche, qui vit finalement à une sorte de conte de fées, puisque jusqu'à présent, il jouait essentiellement dans son championnat luxembourgeois. Il a tenté l'aventure avec le club sarrebourgeois. Ça se passe plutôt bien. Il est le numéro 1 à ce poste avec le jeune Lucas Castel, qui réalise quelques matchs également de haut niveau. C'est une marque de confiance, puisque c'est un contrat de 2 saisons qui l'attend. En tout cas, on voit que Sarrebourg Moselle Sud Handball a de l'ambition pour les saisons à venir, puisqu'on peut le dire, ce club va se maintenir en Pro League. Et ça, c'est la vraie bonne nouvelle et c'est un maintien qui va être acquis probablement assez tôt au vu de la première partie de saison. Et c'était quelque chose qui n'était pas forcément acquis à l'origine. Les prochains matchs de Sarrebourg, c'est le 18 mars contre Cherbourg. Donc c'est très rapidement et ça sera à 20h15 sur Moselle TV. Voilà, quelque chose me dit qu'on ne sera pas très très loin de cette affaire. On en reparlera dans Moselle Sport la semaine prochaine. D'ailleurs, c'est déjà la fin de cette émission. La semaine prochaine, ne nous cherchez pas le mardi, ce sera lundi exceptionnellement en raison du match du FC Metz. Nous permutons avec le Graouli Mag. Mais d'ici là, on se retrouve sur moselle.tv et en attendant, transpirez bien.